J'ai été pendant 37 ans que de l'exportation, carrière qui a commencé chez Kodak Pathé, spécialiste des pays communistes. Et j'ai donc été le premier homme Kodak à repartir en URSS, à l'époque, pas la Russie, en URSS, après la guerre. Et parce que nous avions une usine avant la guerre, en URSS. Et donc, mais cette usine, elle a été soldée, c'est-à-dire qu'elle a été compensée avec les avoirs américains malgré la guerre. Vous savez que quand il y a une guerre, ça n'empêche pas les financiers de finir les transactions. Donc, on a eu la compensation sur les avoirs américains de la valeur de l'usine là-bas. D'accord. Et puis, nous avions une autre usine à Köpenick, qui était devenue aussi Agfa de l'Est, à Leverkusen. Agfa de l'Est de Köpenick, c'était. Et puis nous avions aussi un établissement à l'époque qui était en Hongrie également. D'accord. Enfin un peu partout, quoi. Plus Paris. Et puis, donc, passé cette époque-là, je suis resté 11 ans chez Kodak, et après je suis parti de chez Kodak pour aller donc chez William Cremer. D'accord. Donc c'était une très grosse société multinationale. Comment c'est venu que vous ayez connu Cremer surtout? Ah ben comment j'ai connu Cremer? J'ai connu Cremer par Kodak naturellement, parce que déjà à l'époque, je voyais de temps en temps arriver, mettons, Renoir, qui venait chercher des pellicules à Kodak, avenue Montaigne, etc. Et puis, par relation, comme j'allais sur les tournages, j'étais très lié avec la commission supérieure technique, la CST, des Champs-Élysées, avec Simone Gaumont, de la famille Gaumont, le patron technique, je ne me rappelle plus. Et j'ai fait partie pour Kodak et pour Cremer, j'ai fait partie du festival de Moscou, l'année où Marina Vladi était la star de l'époque. D'accord. Et puis à Pula en Yougoslavie également. Voilà. Donc c'est comme ça, avec toutes ces relations chez Kodak, partout. Et puis je suis parti chez Kodak parce que mon patron, qui était le grand patron de l'exportation, m'avait appelé en me disant « Vous êtes persona non grata en Roumanie ». Alors il m'avait dit je vais vous demander votre démission ». Alors je lui ai dit « Bon, vous allez voir, je vous demande 8 jours ». Et puis au bout de 8 jours, je suis revenu, 8-10 jours, et puis je suis revenu avec une invitation officielle de la présidence de la République de Roumanie. Je dis « Vous voyez, je suis très persona non grata puisque le président, Georges Uliac à l'époque, et sa fille, donc m'invite. » C'était tout simplement un directeur de centrale d'achat à l'époque qui avait pris la hargne un petit peu parce que chez Kodak, pour toute votre vie, vous n'aviez que 3% de remise à faire. Donc, alors au début 0,5, 0,7, 0,8, mais au bout de 10 ans, il n'y a plus rien à donner. Donc je ne pouvais rien lui donner que de l'assistance technique. Donc il faisait des rushs, on les mettait dans l'avion, ça passait par Vienne, ça arrivait au Bourget, on les portait à Sevran, on les développait, on les remettait aux États de l'air. On les a amenés comme ça à une technique occidentale. Et alors il a été vexé, parce que ça c'était pas normal, etc., qu'ils avaient les moyens de s'offrir ça. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait plus me voir. D'accord. Donc après il a été obligé. Alors du coup j'ai dit, voilà, j'ai une invitation officielle, mais maintenant c'est moi qui vous donne ma démission. D'accord. Et puis j'ai bien fait parce que j'ai doublé mon salaire. Ah oui, d'accord, c'est pas négligeable. Hein, déjà. Donc j'ai doublé mon salaire, donc c'était quoi. Et puis après, donc je suis rentré chez Cremer. Alors Cremer, on peut peut-être passer à Cremer. Oui, bien sûr, oui. Donc William Cremer, il était 183 rue Lecourbe, la petite usine de son père. Et ils étaient d'origine néerlandaise. Donc lui, c'est lui qui a créé l'entreprise, si vous voulez, qui était une petite entreprise. Il devait y avoir, il y avait deux commerciaux, si vous voulez, William Cremer. Il y avait Léon Israël, quand j'ai connu moi, qui était un rapatrié juif d'Alexandrie que Nasser avait chassé. Ah oui. Donc, qui était très gentil, on s'entendait bien. Et puis moi, je suis arrivé après, c'est tout, comme commerciaux. On se partageait tous nous trois. Et puis il y avait une structure comme administrative, un bureau d'études avec 3-4 personnes, dont un monsieur très bon qui s'appelait Le Maire à l'époque, qui habitait Porte de Pantin. Et puis il devait y avoir 25 à 35 personnes dans l'atelier. Donc, William Cremer, il a été marié, il avait 2 enfants, il avait laissé tomber femme et enfants, c'était un jouisseur de la vie.
on peut appeler ça. Bon. Pour vous donner un exemple, il faisait tout passionnément à fond. Par exemple, il avait appris à jouer au tennis, comme c'était un grand gaillard de 1m92-94 par là. Il ressemblait un peu à Brel, d'ailleurs. Ah oui, oui. Et on disait aussi un peu à façon Roger Lanza, qu'ils disent là-dedans. Là-dedans. Oui. Et il avait voulu apprendre le tennis. Alors il s'est aperçu très vite au Racing que ceux qui gagnaient, c'est ceux qui servaient. Bien, le mieux. Alors il s'était acheté 400-500 balles, et puis avec le lanceur, qui existait déjà. Et puis voilà. Et alors effectivement, il a gagné, il a gagné. Il a dit bon ça c'est un jeu idiot, c'est celui qui sert le mieux qui gagne. Oui. Après il s'est lancé il s'était lancé dans l'automobile. Et après c'est pareil, il a dû aller, je sais plus ce qu'il a fait comme course. Et puis après il s'est dit oh, bon c'est pas. Et puis après pour passer les caps, vous savez qu'il y a une personne sur 1 million qui peut être pilote de Formule 1, hein, sur 1 million de personnes. C'est pas n'importe qui. Non. Donc il épuisait les choses comme ça. Et donc il était très dragueur, un coureur épouvantable. Et puis il avait fait son service militaire donc au Fort d'Ivry, oui. Hein, c'est le service cinématographique des armées, avec donc Claude Lelouch, Gabriel Albicoco, Robert Enrico, et puis ce fameux François Groschel que j'ai retrouvé hier soir, qui lui avait fait une carrière de publicitaire. Donc ils ont fait les 400 coups. Ils ont entre autres, comme fête de gloire, ils avaient fait sauter la base militaire de hier. Ils faisaient un tournage, il y avait 2 tournages, le Louche et puis un dénommé Bénard, je ne crois pas, qui était un directeur de la photo à l'époque, je ne sais pas s'il a fait carrière, qui était sur un tournage et eux sur un autre, bon voilà. Donc, alors après, quand le Louche et William Kremer ont perdu leur père à peu près à la même époque. Ils devaient avoir 20 ans, puisqu'il s'est retrouvé à la tête de la société à 20 ans. Donc moi je l'ai connu beaucoup plus tard, évidemment. Et alors je passe tout de suite à la fin, il s'est suicidé à 44 ans, ayant épuisé les joies de la vie. Ah bon, d'accord. Et en plus il avait tout perdu, parce que comme c'était... j'ai quand même fait 5 ans d'aviation avec lui, parce qu'au début on avait un Jodel 140. Mais après, on a fini avec un Twin Comanche, un bimoteur, un bimoteur complètement équipé. Vous pilotiez, vous? J'ai été obligé parce qu'un jour, il s'est évanoui en l'air. Ah, d'accord. Donc, mais on était sur pilote automatique, ça s'est bien passé. Pendant il est resté évanoui 3-4 minutes. Et puis, alors, à partir de là, j'ai fait je faisais la navigation. Il préparait les plans de vol, etc. Puis je faisais la navigation. Mais comme je n'avais pas les moyens d'apprendre, de me payer le pilotage. Donc, je m'étais dit, quand il a eu son évanouissement, et à partir de là, on a monté un poste aux zones, si vous voulez. Donc, j'avais dit à la tour de contrôle, j'ai pris contact à la tour de contrôle, et puis je leur ai demandé, ils m'ont dit, mais est-ce que vous connaissez quelque chose? Je ne connais pratiquement rien, mais enfin, bon, un tout petit peu, simplement le VOR, le glide, hein. Mais j'ai dit, si vous m'aidez, on cassera peut-être un peu de bois, mais je devrais peut-être y arriver. Et puis bon, il s'est réveillé. Alors après, on a monté un poste d'oxygène. Il était un peu crevé, parce qu'on avait souvent le matin. Dis donc. Il avait de l'autorité, il était très intelligent, mais comme il était toujours en train de courir après l'argent, il devait avoir 8 ou 10 banques, il jonglait. Il avait un monsieur Rollet, qui était son administratif, le pauvre homme. Alors quand il était de temps en temps en tôle avec les autres à l'armée, c'est M. Rollet, il venait faire les conseils d'administration. Mais les gens. D'accord. Et dans l'ensemble, le personnel l'aimait bien? Ah oui. Oui, il était bien aimé, oui, il était bien aimé. Et je pense que les gens étaient bien payés. La seule chose, c'est que les gens auraient voulu qu'il investisse. Donc il a vécu, disons, il a été sur la prolongation des inventions de son père. Après, il a essayé. Il aurait fallu investir beaucoup, parce que arrivait Clémenceau n'était plus dans le coup, parce que Clémenceau c'était du théâtre. Mais il y avait ADB, les Belges, qui étaient là. Oui, bien sûr. Il y avait les Américains. Moll Richardson. Moll Richardson, dont mon alter ego était un bon copain d'origine albanaise. On était copains tous les deux. Donc à l'export, on s'arrangeait. D'accord. À l'export, on s'arrangeait quand on est loin. Hein, Et est-ce que les Italiens avaient un peu envahi le marché, par exemple, de Sisti ou Yaniro? Non, à l'époque, non. Yaniro, c'était tout à fait amateur. Oui, voilà, léger, des choses légères. Simplement des petites torches, mais bien après. Très très longtemps après. Non, ceux qui étaient les mieux équipés, c'était les Anglais et les Américains. Les Américains. Donc,
Au niveau de l'usine, juste, ça devait faire, disons, une cinquantaine de personnes au maximum, quoi. Ah oui. Ouais, à peu près. Petite usine qui n'était pas très belle à voir, hein, parce que il y avait la partie de son bureau, c'était un petit pavillon qui était au bout de l'allée du 183. Si un jour vous passez, vous verrez. Mhm. Il y a une petite allée, puis tout au fond, il y avait des bâtiments genre hangar, donc là avec des bureaux au rez-de-chaussée, un bureau d'études au-dessus, puis il y avait l'atelier derrière, la production. Ouais, ouais. Un petit peu 19e siècle, quoi. Oui. Hein, ça faisait un peu Oui, ancien. oui, tout à fait, sur la lancée, quoi. Et il aurait dû, à l'époque, parce que on travaillait avec des moules, Ah donc, oui. avec des moules seulement. Il aurait fallu moderniser les formes. Bien sûr, bien sûr. Alors quand même, il a réagi parce que il y avait quand même plusieurs activités. Il y avait donc l'activité principale, c'était la photo au départ, Ah et oui. puis le film. Donc quelqu'un en parle là. Il y a un des directeurs de la photo qui parle du papa qui avait lancé le premier 2 kilos, Ah oui. les premiers 2 kilowatts Ah oui. à l'époque. Donc ça avait fait. Et puis le fameux Trifarc, qui était Ah oui. qui était un arc continu de 4 heures. C'était un arc à 5600 degrés Kelvin, Ouais, ouais. à la lumière du jour. Ça, c'était super En chouette. triphasé. En triphasé. Oui, voilà, d'accord. Ouais, ouais. Un arc triphasé. Ah oui. Et donc, je crois que les charbons on avait 4 heures de. Oh, dis donc, c'est incroyable. On avait 4 heures. Et ça marchait bien, c'était bien Ah stable. ouais, ouais. Ça marchait très bien. Alors, c'est ça de temps en temps qui cassait, que ça coûtait très cher. Ah oui, je me doute. Ouais. Voilà. C'est vrai que les autres duraient 40 minutes à peu près, un arc Moll Richardson. Ah oui. Oui. À l'époque, ils étaient même pas encore. Si, il y en avait déjà. Quoi. Si, il y en Ouais. avait. Je suis pas sûr, parce que Moll Richardson est arrivé assez tard hein, sur le marché oui. quand même. Le papa, il n'y avait pas un studio de photo en France qui n'avait pas d'écrémère. Nos grands concurrents à l'époque, c'était ADB, les Belges, Ah oui. Arriflex, Oui. et puis Moll Richardson après. Moll oui. Richardson. Les Italiens sont venus un petit peu après. J'étais chargé, je faisais beaucoup avec l'ORTF, je travaillais Ah avec oui. l'ORTF, parce que on travaillait dans les doigts dans la main avec Tisserand, tous les grilles Tisserand. Les grilles, si vous allez au bout de Chaumont, tous les grilles ont été faits oui, par oui. Tisserand, avec les télescopes, nos télescopes, hein. Vous savez, c'est les tubes télescopiques. Ouais, oui, d'accord. Donc ça, à l'époque, c'était novateur, ça Ah bah n'existait oui, nulle oui, part. bien sûr. Donc les télescopes. Au bout des télescopes, il y avait nos projecteurs télécommandés. Donc ils étaient télécommandés focalisation, rotation, focalisation, rotation, inclinaison, Ouais, ouais. de l'autre côté. Et tout ça a été rapporté sur un ordinateur, Oh, après, dis donc. qui venait de chez Sorn en Angleterre, un petit truc comme ça, qu'on appelait le Q-File, le classement des effets, Ah oui. hein, Q-File. Et on a vendu ça donc à l'ORTF. Et puis on a vendu ça aux Russes, puisqu'on a fait le premier, avec Thomson et CSF, on a fait le premier studio de télévision en couleur aux Russes, Ah, dis donc. pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre. D'accord. Donc aussi bien Thomson que CSF que nous, on avait 80% de prototypes quand nous sommes allés. Ouais, ouais. Donc les Russes nous ont fait installer dans un ancien couvent à Novidevitchi à Moscou le studio. Ils ont tout démonté par la suite. Ils ont tout mis dans un Antonov. Ils sont partis à Sverdlovsk en Sibérie. On n'avait pas le droit d'aller à cause des tirs de Spoutnik, etc. On n'avait pas le droit d'aller. Ah, ouais. À cause des rampes de lancement. Voilà. Et vous, donc, vous vous rendiez sur place Ah ben moi régulièrement? J'étais le patron Kremer de l'époque Ah, là-bas ouais. sur le chantier. D'accord. Alors là, pour la petite histoire, pour la petite histoire, les Russes avaient voulu câbler eux-mêmes les projecteurs. Ah, d'accord. Avec les télescopes, ils avaient mis des chandelles au milieu du studio, ils avaient 3 soudures à faire pour les projecteurs, donc ils avaient le plan. Seulement, quand le type il était en haut, alors quand je suis arrivé, puis on avait répertorié par numéro et par couleur tous les câbles. Ah oui, oui. Quand on est arrivé, la patronne s'appelait Madame Averbourg, c'était une femme, et elle me dit, Monsieur Cosson, est-ce qu'on peut mettre le pitanier? Pitanier, c'est le courant russe. Alors elle me dit, Davai. Bon, je dis, on va voir. On met le courant. Pof, on s'est retrouvé 6 à l'hôpital. Oula. On a pris un courant, Carrément. un arc, tout Ah, était. dis donc. Donc tout était en opposition. Parce que quand ils montaient sur leur chandelle, ils faisaient ABC pour souder, puis sur les autos, ils faisaient ABC mais dans le même sens. Oh là là là. Alors qu'il faut faire miroir, normalement. Ah oui, un effet miroir. Qu'ils avaient oublié. Oublié. Et tout était en blanc, les câbles. Donc on s'est réunis dans ma chambre de nuit avec tous les ingénieurs de Thomson CSF et on a cherché la panne. Parce que moi, j'étais pas technicien. Ah oui, bien sûr. Hein, oui, oui. très peu. Hein, bon.
Alors donc, on a fini par trouver d'où ça venait. Et puis donc on a rétabli tout ça, c'était homérique. Ah bah, dis donc. Et ils ont eu leur studio de télévision en couleur Ouais. pour la Révolution d'octobre de 1917. Voilà. Et il est parti après. On n'a plus jamais entendu parler du studio. Ah oui. Eh ben, Tout a été emmené en Sibérie. en Sibérie, à Sverdlovsk. Ouais, ouais. Dis donc. On n'avait pas le droit d'aller. Notre meilleur vendeur à l'export à l'époque, c'était De Gaulle. Jusqu'au décès de De Gaulle, parce que on avait vendu à Bouaké en Afrique, on avait vendu en Amérique latine aussi des studios. Donc, parce que c'était à l'époque du SECAM. Oui, SECAM, ouvre-toi. Ah oui. Même en URSS aussi d'ailleurs. En URSS, c'était SECAM, c'est ça. Et ça marchait bien. Et voilà. Alors, dans les produits donc, de Kremer, il y avait donc toute la gamme. On partait d'un petit truc qui s'appelait le MT11, ça me revient maintenant. C'était un petit truc pour les tableaux, pour les musées, avec 4 volets. Puis après les 250. Vous avez à votre droite là, c'est un 250 ça. Ça c'est un 250. Ouais, voilà. Dans le 250, il y avait les 500, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. Et puis alors après, il avait fait un mix, on avait fait un mixte 2, 5, 10. Donc en changeant l'ampoule. En changeant l'ampoule. D'accord. En changeant l'ampoule. Ça avait été l'objet de un peu le produit vedette de cette manifestation, avec des filtres couleur Roscoe américains à l'époque, qu'on pouvait froisser, qui se défroissaient tout de suite, qui brûlaient pas, qui étaient très très résistants. On en a beaucoup vendu des filtres. Et puis, pourquoi moi j'ai connu un peu le marché français? Parce que à une époque, alors attendez, je reviens à la fonction. Allez-y. Donc j'avais l'ORTF. Et donc là, on a fait pas mal de studios. Les Buttes Chaumont, on a fait également un studio au bord de la Seine, là. Cognac G ou Non. Maison de la radio? Oui, Maison de la radio. On a fait un ou deux, là. Je cherche le numéro. Les studios. Bon, ça m'en revient. 107, non? Peut-être. Un des plus célèbres. C'est le 107 ou le 105, peut-être. Quelque chose comme ça. Au rez-de-chaussée? Oui, au rez-de-chaussée. C'est celui-là. Pas très grand. Oui. Donc 107, je pense. Quand le grand, c'est celui des Buttes Chaumont. Ah bah oui. Où il y avait averti, là. Donc là, c'était sauté. Et tout ça, c'était le système que vous expliquiez tout à l'heure? C'est ça. Avec télécommande. C'est ça, avec télécommande. Oui, parce que quand vous alliez chez ABC, par exemple, en Angleterre, les Anglais étaient déjà très industriels au niveau de la photo. Hein. C'était pas des amateurs. Hein. C'était pas le bricolage français. Hein. Francis Blanche me disant, on attendait des heures et des heures Francis Blanche parce qu'il était en train de s'envoyer une jolie petite fille sur le. Hein, il fallait attendre. Chez les Anglais, ça n'existe pas. Alors j'expliquais à Antoine que, par exemple, quand il y avait Tom Jones ou Sophia Loren ou Cardinal ou Lolo Brigida, ça coûte tellement cher que déjà ils avaient rentabilisé. Et on faisait tous les plans, les directeurs photo faisaient leurs plans d'éclairage sur des doublures, tout en mémoire, et on restituait simplement au moment où la vedette venait. Et moi j'ai vu Sophia Loren payer des milliers de dollars ou de livres sterling pour un quart d'heure de retard. Hein. Ah oui, une pénalité quoi. Pénalité, qui que ce soit. Pour la petite chose, en régie, les gens de la lumière voulaient avoir le pas sur les gens du son. Donc ils coexistaient. Alors, comme ils s'attrapaient toujours les uns les autres, donc les Anglais les avaient vitrés, les avaient cloisonnés. Entre les deux parties. Voilà. Et alors après ils avaient ouvert, eux, pour pouvoir quand même sécher. Ah oui, d'accord. Ça a toujours existé. Hein. Ça a toujours... La lutte entre le son et l'ombre de perche, les bruits de transfo. Le son et la lumière, voilà, c'est ça. Et donc à cette époque-là, pourquoi j'ai connu un peu le marché français? Parce que on avait mis au point je ne sais pas qui nous les sous-traitait, parce qu'on le faisait sous-traiter, des boîtes de dérivation. Vous pouvez peut-être encore en voir des grosses boîtes noires, des boîtes de 5 kg, de 10 kg, avec des prises de couleurs. Des prises bleues, des prises vertes, des prises noires, des prises roses, je crois me souvenir, qui étaient très très bien. Et puis nous vendions, il avait mis au point sur le principe d'une grenade, vous savez, une grenade avec la cuillère. Il avait mis, je cherche son nom depuis tout à l'heure, un clamp, c'est-à-dire pour les praticables, pour relier plusieurs tubes de clamp.
ça pivotait comme ça, et on en a vendu des milliers, parce que c'était immédiatement, ça se fermait immédiatement. Ah oui, d'accord. La seule chose, c'est qu'on n'avait pas mis à l'époque de sécurité. Mais on n'avait jamais eu un seul problème, même sur des grands portiques. Ah oui, d'accord. Et alors un beau jour, la sécurité nous est tombée dessus, et alors je crois qu'à ce moment-là, c'était à peu près vers la fin de mon séjour, il était question de mettre une chaînette, un système de sécurité, quoi, une petite chaînette, pour empêcher que la cuillère se lève. Mais on n'avait jamais eu un seul accident. Non. Voilà. Donc c'est comme ça, parce que j'ai fait le tour. Et alors comme on avait l'avion, on faisait le tour de France des studios de télévision en une semaine. Ah d'accord. Ouais. On partait sur Strasbourg, après on faisait Lille, après on faisait Rennes, après on... Avec l'avion du patron. Avec l'avion, et puis avec l'avion et le matériel dedans. Qui fait que on louait les voitures qui nous attendaient au terrain d'aviation. Il refaisait son plan pour je m'occupais des plans et lui il faisait la navigation pour le prochain truc. On allait faire nos rendez-vous, on rembarquait, on repartait. Ce qui fait qu'on faisait toute la France en une semaine. Comme ça. Toutes les studios de télévision, Nice, etc. Partout. C'est pratique. Ouais. Alors donc à l'époque, on vendait donc les équipements scéniques de théâtre aussi. Ah oui, le théâtre. Pour les maisons de la culture. Ah oui. À l'époque, c'était la grande mode des maisons de la culture, les jeunes et de la culture. Les instruments de levage, c'est-à-dire les télescopes. Le matériel d'éclairage pour la photographie, le cinéma, la télévision, le théâtre, l'illumination. Parce qu'il avait fait avant que j'arrive, mais il m'a montré, un jour on a été, et il avait fait avec l'EDF, il avait fait Karnak à Bousimdel en Égypte. Donc c'est peut-être même encore toujours les mêmes projecteurs, si ça se trouve. Et un jour, parce qu'avec l'avion, il m'a fait faire tout le Nil en Razmut, on a été revoir tout ça. À l'époque, on avait le droit. Donc, de nuit. Il était capable avec le vrai, c'était le genre de garçon, il prenait l'avion, ils allaient manger. Il disait le meilleur coup de canard farci, c'est à Dôme, dans le Périgord. Et ils partaient. Je me souviens un jour, ils sont partis déjeuner le coup de canard farci. Quand ils sont revenus, ils ne se souvenaient pas qui avait piloté entre les deux. D'accord. Ah oui. Et dis donc. Et il avait une petite histoire aussi, il avait un chien qui s'appelait Kurtz, un berger allemand, qui avait plus de 2000 heures de vol. Avec Kramer, il montait toujours dans l'avion? Ah oui, tout le temps. Ah, dis donc. Mais il suivait partout. Ah ouais. Je crois que Kramer, si j'ai bonne mémoire, avant, quand je l'ai quitté, il devait déjà avoir dans les 2003 ou 2500 heures de vol. Oh, dis donc. Ah oui, il volait. Ça, il ne s'est jamais lassé de ça, ni des femmes. C'est le seul de... Voilà. Donc, et puis on faisait aussi on avait beaucoup de petits clients pour la décoration, les petits MT11, les musées, etc. Les patronages à l'époque étaient efficaces, etc. Il y avait l'avant-scène aussi, ça existe toujours je crois, l'avant-scène qui louait ou qui vendait à Paris. C'est une boîte Jean Lebray, Jean Sénélux, qui louait du matériel, qui en vendait, etc. Il me semble bien, je ne sais pas si ça existe peut-être encore, l'avant-scène, non, ça ne vous dit rien. Si, le nom me dit quelque chose, mais je confonds avec une revue aussi qui s'appelle comme ça. Et puis après, il y avait ce fameux Q-File, donc qui était... Comme un jeu d'orgue un peu, quoi. C'était un jeu d'orgue, mais ordinateur. Ah oui. Hein, donc voilà. D'accord, donc, alors, pour la partie théâtre, donc c'était les projecteurs traditionnels avec lentille de plan convexe. Oui. De temps en temps une martelée quand même. Ah oui. Et puis très rarement une satinée. Et alors ils étaient tous noirs évidemment. Ah oui, pour la scène. Pour la scène naturellement. Ah oui. Et alors il y avait on avait fait des variantes pour les lampes à iode aussi noires. Bon, mais elles étaient, disons que c'était de la fabrication artisanale. Il aurait fallu de la presse, il aurait fallu... C'était au coup par coup là, oui, c'était des séries de 50, de 100, de 200, tout en petites séries. Ça manquait d'esthétique, si vous voulez. Il aurait fallu toute une génération nouvelle, que les Américains, les Belges, pas beaucoup. Mais après, je cherche une autre marque qui est arrivée à Paris Héros. Il y avait Quartz Color, il y avait Strand. Je ne sais pas si ça vous dit. Non. Maul Richardson, bien sûr. LTM. LTM. Voilà, LTM. Il y avait LTM. À la fin des années 60. Oui, LTM a été un vrai concurrent. Oui. Et LTM a investi. Et puis il y a eu Lita. Lita s'était lancé dans l'amateur. Et après, il est monté pour faire quelques petits projecteurs à volet. Oui. Avec des lampes à iode. Voilà. Même de 500, même de...
de piano, qui était, je me rappelle l'italien, je croyais que c'était italien, moi, voilà. Par la consonance du mot. Non, c'était l'ITA à la mode Beuvron. D'accord. Et donc c'était l'ITA, LTM. LTM a été un bon concurrent. Ah oui. Et puis, c'est à peu près tout, comme les Allemands, mais les Allemands ne venaient pas chez nous, c'est nous qui allions chez eux, quand même pas mal. Mais ils avaient leur gros truc d'Ariflex. Oui, bien sûr. Oui. Il est apparu après les grandes surfaces comme ça, avec les diffuseurs. Les diffuseurs. Et ils sont apparus surtout avec les flashs électroniques. D'accord, pour les photographes. Donc ça a été le déclin déjà de Paris, de Kremer dans les studios. Oui. Parce qu'il y avait encore des gens qui voulaient travailler en manuel, disons, puis après en électronique. Oui. Donc, je me souviens très bien que, par exemple, le photographe de Brigitte Bardot, son nom m'échappe, a travaillé très longtemps en manuel. Et il ne voulait pas de flash électronique, puis il a fini par s'y mettre quand même. Après, il s'est mis quand même. Il y avait des carrosseries traditionnelles équipées aussi de flash. Oui. J'ai aperçu ça, moi. Mais ce n'était pas les flashs électroniques faits par nous. Non, d'accord. C'était notre agent allemand, qui s'appelait Henzel à l'époque, qui était un transfuge de l'Allemagne de l'Est. Il s'était sauvé de l'Allemagne de l'Est, il était ingénieur. Il avait fait ça, et puis il représentait Balcar, je crois, toutes ces marques-là. Oui. Et donc nous, on avait équipé quelques trucs comme ça, mais c'était trop amateur pour moi, c'était trop simple. Il aurait fallu lancer des séries de 500. Il fallait attaquer le marché mondial. J'ai aperçu aussi des gros bols Kremer aussi. Ah oui, ça, les bols, il y en avait. Comme on disait, la pince-bol, quoi. La pince-bol, alors ça, il y en avait. Des milliers. Ouais. Alors ça, c'était des séries. Vous aviez le marché, ça? Ah, ça, on avait le marché. C'était des séries de 1000, 2000, 3000. Oui, tout le monde en avait. Ce que les Anglais appelaient Basher, je crois. C'est un Basher, c'est ça. Voilà. Donc ça a été. Donc voilà, alors là après, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc un petit mot sur Tisserand, parce que Tisserand, ils étaient installés à Saint-Ouen. Le directeur commercial est toujours un de mes amis, il s'appelait Jean-Claude Tessier. Et c'était une très vieille maison, de père en fils, déjà du grand-père, tout ça. Et c'est là où il y a eu l'idée de faire des grilles de télévision, puisqu'il y avait les grilles pour les théâtres. Ah oui. Toute la partie grille, toute la partie charpente, etc. Et puis, c'était une maison très sérieuse, avec des normes de sécurité phénoménales, qui a eu du mal, d'ailleurs mon copain, mon ami Jean-Claude Tessier a eu beaucoup de mal, parce que à l'époque, il faisait des passerelles avec des résistances de 600 kg au mètre carré. Puis un beau jour, il y a un dénommé Jakubowicz, qui lui a pris le marché du théâtre de la ville, quand il s'est créé, qui avait fait des passerelles, mais à 200 kg, il n'a rien dit. Et comme ils avaient dans le cahier des charges, c'était pas précisé, habitué. Donc il a fait des passerelles à 200 kg, puis il a mis une petite étiquette, pas plus de 200 kg. Et puis ils ont complètement raté leur chantier, et Tisserand a été rappelé pour refaire le chantier. Donc, et c'est donc avec eux qu'on s'est mis avec eux pour pouvoir faire après les studios de télévision. D'accord. Et donc on en a fait beaucoup. Et ça c'était réglé au 10e ou au 100e, hein, les rails. Ah oui, bien sûr. Donc les chariots qui emmenaient les télescopes. Donc je me souviens avoir vu dans l'épisode de Thierry Lafronte, c'est-à-dire qu'avec son procédé de transflex, il projetait les extérieurs du côté des étangs de Hollande, par là, etc. Près de Rambouillet. Rambouillet, etc. Et les chevaux entraient et galopaient sur le studio. En plateau. En plateau. Hein, on voyait pas la différence. Donc c'était un système de billes de verre, je crois. C'est un peu comme les panneaux de la route. C'est ça, des billes de verre, c'est ça. Hein. Et donc Scotch-Light, ça s'appelait, je crois. Scotch-Light. C'est peut-être bien ça. Ça me dit quelque chose. C'était un écran réflecteur qui renvoyait presque à 100%, pas tout à fait, mais... C'est ça. Et en fait, ça n'a pas eu un énorme succès parce qu'on lui a volé donc, le système. Et puis, il y a quand même... Eux, ils s'en sont servis dans pas mal de films, hein, quand même. Oui. En téléfilm, beaucoup. En téléfilm. En téléfilm, ils s'en sont servis pas mal. Pas mal. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu dans Le Capitan, avec Gérard Marais. C'est possible, dans les longs métrages, c'est possible. Il y a eu pas mal de choses. Mais c'était surtout chez Matalou. Je fais une parenthèse pour Kodak. Je vendais des arts graphiques, des films radio. Pas seulement des films, des tas de choses, des tas de trucs. Même du Résifax, c'est un produit que j'avais pas eu le droit de le vendre. Enfin, les Américains nous interdisaient de le vendre, qui était un produit COCOM, interdit pour les pays communistes.
Mais avant qu'il soit interdit pour les communistes, je ne le savais pas. Donc j'ai vendu le Résifax. Et le premier Spoutnik, il est parti en bouclier feu avec du Résifax dessus. Ah d'accord. Le truc. Après, c'est une Française du labo de Sevran qui a inventé ça. Ah oui. Ça s'appelait du Résifax. C'était quoi la matière? Elle faisait... Un vernis, une espèce de vernis résistant au feu, qui faisait un peu la même... qui renforçait l'effet des tuiles. Qui mettent, vous savez, pour protéger les satellites. Pour protéger les satellites. Et là, c'était à cause des rayons solaires, quoi. Trop direct. Oui, c'est ça. Et donc, après, ils nous ont interdit de le vendre. Mais moi, j'avais vendu ça à prix d'or. Ah oui. Je ne sais plus combien de litres. Oh, dis donc. Hein, j'étais tout seul à faire ça. Hein. Et les plateaux, comment ça se présentait, les plateaux télé Par contre, au niveau film surtout, ils avaient une industrie extraordinaire, une grande industrie. Allen Film, Amos Film, c'était... des grands studios. Ah oui, c'était de très grands studios, des très grands réalisateurs, des très grands metteurs en scène, au niveau théâtre. Extraordinaire. Non, les Russes, c'était pas des... C'est la télévision qui était balbutiante. C'est la télévision qui était pas très bonne, qui était très mauvaise. Il n'y avait pas de télévision en couleur, c'était que du noir à l'époque. C'était là où ils étaient vraiment en retard. C'est pour ça qu'ils voulaient leur suivre en couleur pour tout. Parce que les Russes, ils avaient pris comme technique, par exemple, il y avait un institut qui s'appelait NICFI. Il y avait 3-4 000 personnes, peut-être pas un peu plus. Ils recevaient un modèle de tout ce qui se fabriquait dans le monde en matière d'appareils photo, cinéma, tout. Ils décortiquaient tout, ils refaisaient tous les plans, etc. Et après, pour leur Kiev, pour leur machin, pour leur modèle, ils faisaient un mix-up, tout ce qu'ils avaient trouvé dans chaque. Tout ce qu'ils avaient trouvé dans chaque. L'expérience que j'ai eue, c'était d'aider les cinématographies nationales, la roumaine, la hongroise, les yougoslaves, mais c'est pas le même milieu à l'époque, c'était pas complètement communiste, c'était un peu différent. Là, c'était Jadran Film, c'était Belgrade Belfilm, Cinéphoto à Belgrade, c'était un peu différent la Yougoslavie. C'était les différentes ethnies, la bagarre actuelle, quoi. Bien sûr, oui. Bon, qui était déjà très vivace à l'époque, mais complètement étouffé par Tito. Alors, moi, c'était surtout, donc, après l'Albanie, mais l'Albanie, c'était balbutiant, Yougoslavie, Hongrie, Roumanie, Russie. Au niveau export, proprement dit, on devait exporter dans une trentaine de pays à peu près, essentiellement européens, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre, Irlande, Moyen-Orient, Liban, enfin tous les pays un peu valables, la Grèce, on avait un bon agent en Grèce aussi, Turquie un peu aussi, bon voilà. Donc c'est surtout ça que je faisais moi, principalement. Égypte, on avait aussi, qu'on avait fait. Et puis après, c'est à peu près tout, parce que je suis passé aux pays spéciaux après la Libye, c'était dans le meuble, c'était plus dans le... Mais ça marchait pas mal. On devait faire... J'ai jeté les chiffres il n'y a pas longtemps, mais ça devait s'équilibrer. Avant la télévision, ça s'équilibrait entre le cinéma, la France, avant la télévision, le cinéma, la France, théâtre, etc. Mais là, on était beaucoup moins fort que Clémenceau. Oui, parce que Clémenceau, quand on s'est lancé dans le théâtre, j'ai fait une tournée française complètement avec un break, avec des appareils. J'étais bien reçu, mais partout où j'allais, ils regardaient les projecteurs, ouais c'est bien, ils sont pas mal, etc., c'est pas mal. Hein. Mais Clémenceau ceci, Clémenceau cela. Jusqu'au jour où j'arrive à Marseille, et le Marseille me dit, alors vous faites bien comme commission, vous mettez bien 10% au chef électro. Ah, j'ai dit, ça y est, j'ai compris. D'accord. J'ai appelé sur mère, j'ai dit, voilà, on a un problème. La porte, le sésame, c'est la com. D'accord. Il se passait ça de père en fils, les électriciens. Je suis sûr qu'aujourd'hui ça continue. C'était de père en fils. Ah d'accord, L'intéressement, de père en fils. C'est Marseille qui m'a révélé ça. Quand je suis arrivé au Grand Théâtre de Marseille, le gars carrément bien. Vous faites comme Clémenceau, vous donnez les 17% des commissions au chef électro. Oh, bah oui. Bon. Ah oui, d'accord. Alors après, on a pu refaire un petit trou, mais on n'a pas été tellement loin. C'était pas très captivant. Ils en cassent pas beaucoup, ils en abîment pas beaucoup. Ça bouge pas. Peu, quoi, disons. Non, on en a fait pas mal avec les maisons de la culture. Oui. Hein.
Et puis, alors après, ça a été la télévision. Alors, au début, c'était cinéma équilibré avec l'export et équilibré avec la photo. La photo, en France, à peu près, elle doit être 50-50, le chiffre d'affaires à peu près. Après, la télévision est devenue principale. Après, au moins 50% elle toute seule. Et même des années où on a fait 80% du chiffre d'affaires avec la télévision. Hein. Mais on arrivait, justement, les miroirs de ce qu'on appelait l'ambiode et puis les autres, on les avait vraiment bien travaillés, bien calculés, ce qui fait qu'on illuminait le point lumineux. Oui, et c'était très réparti. C'était très. On s'en servait pour les fonds de décor. C'est ça. Les cyclos et tout ça. Pour les cyclos. Il y avait les cycliodes, il y avait... J'ai encore une espèce de boîte comme ça, plate, avec une 1500, c'était des 1500 watts. D'accord, Et donc on les mettait pour faire les cyclos. Les cyclos. Les filtres ont eu un bon succès, mais il aurait dû rester le leader en France. Mais il a tout mangé, il n'avait pas d'argent. Alors la fameuse Nénette qui est arrivée avec ses 20 millions qu'il lui a pris, ça a duré ce que ça a duré, puis c'est l'année où je suis parti, parce qu'elle nous appelle, elle jouait les grandes patronnes, puis elle nous dit, il n'y a pas de 13e mois, puis ceci, cela. J'ai dit, bon, moi, vous me donnez mon 13e mois, seul de tout compte, et je m'en vais. Et puis il l'a viré quelques temps après, il a tout perdu. Le papa de William Kremer avait donc eu le premier, à mon avis, l'idée d'interposer une lentille de Fresnel venant des phares, pour les bateaux, devant une source lumineuse. Et ensuite, cette lentille de Fresnel était claire, donc un petit peu dure au niveau éclairage, moins dure qu'une plante convexe, qui elle découpait vraiment, qui était utilisée au théâtre, qui découpait les visages, trop dure, qui créait un contraste trop fort entre les ombres et la lumière. Et donc il a eu l'idée de faire attaquer à l'acide, je ne me souviens plus quel acide, d'attaquer cette lentille de Fresnel pour la rendre satinée. Et par la suite, William Kremer a eu l'idée, je crois que c'est lui qui a eu l'idée, de prendre une lentille, de faire une intermédiaire, qui était une lentille de Fresnel claire, mais martelée, comme son nom l'indique, comme si elle avait reçu des petits coups de marteau, qui diffusaient quand même la lumière, tout en gardant quand même un contraste assez fort. Voilà. Quand sont apparus les petits appareils légers, les petits appareils, ils avaient une poignée. Alors là, c'est pareil, ça avait été fait en artisanat, ça aurait été joli, beaucoup plus joli en modelé, en plastique. Sûr, ou enfin Donc là, il y avait beaucoup de volets pour toutes les même pour celui-là. Oui, je me souviens. Pour toutes et puis les portes-filtres aussi. Les porte-filtres également. Les 85, etc. Il y avait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres? Les accessoires, c'était dans les prises que nous fabriquions nous-mêmes. Le truc, les pieds, naturellement. Les pieds. La crémaillère aussi, certains. La crémaillère aussi, certains, les gros pieds. Pour les 10 kilos, pour le trifarc aussi. Les gros pieds, le gros pied là. Les pieds babilles aussi. Il y avait le léger pour le 250, il y avait le pied qui faisait 500 et 1000, après il y avait le pied qui faisait 2 et 5 kilos, et après il y avait le pied qui faisait 10 kilos, pour les 10 kilos, comme en gamme. Et il y avait les versions acier, fer, et la version alu. Là c'est acier là. Celui-là il est lourd. Mais ça. La tourelle. C'est ça la tourelle là. Celui-là, c'est un lot, Et est-ce que vous aviez les cônes? Oui, aussi. Mais pas une grande marche. Ça, on en avait pas mal sur les petits pour les patronages, des choses comme ça, l'église catholique. Du petit théâtre amateur, quoi. Voilà, du petit théâtre amateur. On faisait ça pour l'avant-scène, justement. Cette société qui vendait des cotillons, des décors, des petits trucs, tout ce qui était pour petites troupes amateurs, etc. Mais c'était pas très gênant parce qu'on n'avait pas beaucoup de stock pour ça, parce qu'on maîtrisait beaucoup mieux les ventes de ça, les prévisions. Vous saviez ce qui arrivait, d'accord. Oui, c'était beaucoup mieux. Puis les fameuses pinces, les gros bols. D'ailleurs, les ampoules, à l'époque, je me souviens, j'avais été plusieurs fois au laboratoire des essais boulevard Suchet, parce que pour exporter les ampoules, c'était des emballages très spéciaux. Une ampoule de 5 kg, vous voyez le prix, etc. Elles étaient comme un aquarium. Oui. Alors, elles étaient suspendues. Je me souviens. Vous vous souvenez magnifiques caisses. Les caisses suspendues.
Tout le support était sur ressort. C'est ça. Ah, oui, c'est incroyable. Sangle. On ne peut pas imaginer ça maintenant. Hein? C'est incroyable. Chaque boîte d'ampoule, c'était un qu'est-ce qu'ils coffret. font maintenant? Il y a de la mousse, c'est des mousses de polyuréthane. C'était imbattable ça. Ah bah oui, ça c'était formidable. Il faut dire que les ampoules étaient chaque comme grosse ça. ampoule comme ça était suspendue dans le vide, dans le carton, qui était renforcé dans les coins et tout. Ah, oui. Donc même si tu tombais là comme ça, l'ampoule elle faisait ça. Il y avait un amortisseur avec tous les petits ressorts qui tenaient le support. Partout. Ah oui, je me souviens bien ça. C'est net ça. Ah ouais, ouais.